Bonjour à toutes et tous, je suis Oriane de l'association des Canaux. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence organisée par les Canaux. Comment le vrac permet-il de passer au zéro déchet? Au Canaux, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de leur projet économique la solidarité et la planète. Pour cela, on fait notamment de la formation pour les entrepreneurs à impact grâce à nos différents programmes d'accompagnement et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en aidant à la structuration de nouvelles filières ou en facilitant leur accès aux marchés publics et privés. Aussi, au Canot, on organise de nombreux événements pour donner la parole à celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. C'est dans ce cadre que nous vous proposons ce soir une conférence consacrée au vrac et au zéro déchet. Tout au long de la discussion, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Live. On consacrera un temps de questions-réponses avec les intervenants à la fin de la rencontre. On a le plaisir d'accueillir deux invités ce soir. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. On a Chloé Liard, qui est chargée de développement et projet au sein du réseau VRAC, et Xavier Ranou, qui est cofondateur de l'épicerie VRAC Kilogramme. On va avoir le plaisir de vous découvrir, vous et vos projets, dans un instant, mais d'abord une petite mise en contexte sur le sujet du VRAC. Vous le savez peut-être, cette semaine, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Le VRAC est une véritable solution pour réduire nos déchets dans nos poubelles et aussi dans celles de nos distributeurs. C'est pour cela qu'on a voulu revenir sur ce sujet qui prend de plus en plus de place chez les consommateurs français. En 2019, ils sont 41% à avoir consommé des produits en vrac, que ce soit dans l'alimentaire ou pour des produits d'hygiène par exemple. C'est un marché qui se développe de plus en plus et qui représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on trouve sur notre territoire à peu près 580 commerces spécialisés dans le vrac. C'est un marché qui a été multiplié par 9 sur les 4 dernières années et qui ne cesse de croître. C'est aussi un marché qui se démocratise parce qu'on retrouve de plus en plus dans les commerces bio, par exemple, des rayons qui sont consacrés au vrac. Pour les magasins bio, c'est 88% et pour les hyper et les supermarchés plus classiques, c'est 70%. On a donc toutes et tous la possibilité de trouver du vrac autour de chez nous et nos experts vont nous aider à s'y retrouver et à nous éclairer sur ces enjeux. Chloé, vous êtes chargée de développement et projet au sein du réseau VRAC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et présenter cette structure? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être présente pour cette conférence et pour pouvoir parler des enjeux du vrac aujourd'hui. Donc, effectivement, je travaille depuis 1 an et demi pour Réseau Vrac, qui est une association professionnelle qui a été fondée en 2016, en mars 2016 plus précisément, donc il y a à peu près 5 ans, et qui a pour but de structurer et de développer le marché de la vente en vrac en France et à l'étranger. Pour le moment, on est surtout implanté en France et en Belgique, mais par-ci par-là, on commence à avoir quelques adhérents dans d'autres pays. L'idée, la genèse du projet est partie de plusieurs professionnels de la vente en vrac qui souhaitaient avoir une structure indépendante justement pour structurer et développer un marché qui commençait juste à se créer, avec quelques commerces qui florissaient par-ci par-là, mais sans réelle structure et sans réel accompagnement, ce qui faisait que ça pouvait porter préjudice à un bon développement et à une bonne pérennisation de ces commerces-là. Donc, ces acteurs se sont rassemblés avec Célia Renesson, donc, du coup, qui est toujours l'actuelle directrice de l'association, et ont monté sous forme associative Réseau VRAC en 2016. Et aujourd'hui, l'association a bien grandi puisqu'on est à 1700 membres. Qui sont composés, alors on a à la fois des porteurs de projets, donc c'est des personnes qui ont l'envie d'ouvrir un commerce spécialisé vrac, mais qui ne savent pas forcément trop comment s'y prendre, et qui du coup vont bénéficier de formations et de divers outils de notre part pour pouvoir monter leur commerce dans les meilleures dispositions possibles. On a des commerces spécialisés vrac ouverts et également des réseaux de magasins bio qui ont une forte prépondérance de vrac dans leur commerce, et puis des fournisseurs de produits à la fois alimentaires, donc tout ce qui va être fruits secs, riz, pâtes, etc., mais aussi tout ce qui va être du shampoing, du gel douche, des détergents, des équipements pour les commerces, etc. Pour tous ces acteurs, on fournit plusieurs services, notamment les formations, j'en parlais. On a créé tout un catalogue de formations autour des questions de création d'entreprises vrac, mais aussi sur l'hygiène, parce qu'on sait que c'est très important dans le vrac, et la réglementation pour savoir quelles sont les règles qui incombent à ce mode de distribution. On a également 2 guides juridiques de la vente en vrac, un pour les commerçants, un pour les fournisseurs, pour les aider à se professionnaliser et à s'y retrouver parmi toutes ces réglementations et qu'il y ait un cadre législatif commun. On veut aussi susciter l'innovation et le développement
davantage d'offres vrac. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, on organise le Salon du vrac, donc qui est un salon professionnel qu'on organise nous-mêmes, qui a permis cette année de rassembler une centaine d'exposants et plus de 1200 visiteurs pour aller découvrir les dernières nouveautés du vrac. Et cette session de Salon du vrac a été également l'occasion d'organiser les premiers trophées du vrac pour récompenser les produits alimentaires, cosmétiques, services, etc., qui sont particulièrement innovants. Une dernière chose qui est caractéristique de notre association, c'est qu'on mène des actions de lobbying pour faire évoluer la réglementation de la vente en vrac et permettre qu'aujourd'hui, il y ait une offre plus importante de produits vrac sur le marché. Et cette année, notamment en février, grâce à l'action de notre association, il y a une loi qui définit la vente en vrac qui a été passée. Et donc, c'est une première mondiale. Maintenant, il y a une définition officielle de la vente en vrac. Donc, c'est une réelle avancée qui va permettre de structurer le marché par la suite. Et enfin, on mène différentes actions de veille réglementaire, également de veille de marché plutôt, à travers des études qu'on réalise nous-mêmes. On a fait paraître récemment une étude sur les commerces spécialisés vrac pour en savoir un peu plus sur ce marché justement. Et notre dernière action en date, c'était bien sûr le livre dont on va parler ce soir un peu plus tard pour sensibiliser et expliquer comment passer au vrac pas à pas. Merci Chloé. On va revenir sur tous ces beaux projets dans un instant. Mais avant cela, Xavier, vous êtes le cofondateur de l'épicerie vrac Kilogramme qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Merci d'être avec nous ce soir déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout ce qui vous a motivé à créer cette épicerie au concept écologique? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de défendre nos valeurs et ce qu'on aime bien soutenir. Donc, parler du vrac, pour nous, c'est un peu notre quotidien. Donc, on va essayer aussi de faire notre travail à distance. Je vais parler de Kilogramme en période hors Covid, puisqu'effectivement, lorsqu'on a créé Kilogramme, on n'avait pas envisagé une crise sanitaire de telle ampleur. Alors, on est deux sur le projet. Avec Iris, on a cofondé ce projet et on s'est posé une question au début du projet en se disant quel serait le commerce idéal? Et on s'est dit, un commerce idéal, c'est forcément un endroit où on trouve des produits qui soient simples pour la planète et puis pour la santé, bien sûr. Donc, ça veut dire des produits bio, des produits sans emballage plastique, des produits qui rémunèrent justement le producteur, un endroit chaleureux où on se sent bien, où on a l'impression aussi que les gens sont honnêtes et on n'a pas l'impression de se faire arnaquer. Et en fait, on a mis un peu tout ça dans un même panier, dans un seul lieu, et c'est un peu comme ça qu'a émergé Kilogramme. Donc, Kilogramme, en fait, son objectif, c'est de proposer des produits sains, sans emballage plastique. Donc, les missions, elles sont plusieurs. C'est à la fois proposer des solutions concrètes, parce que le vrac, c'est une vraie solution concrète sur la réduction des déchets. C'est promouvoir une alimentation saine et équitable. Et bien sûr, rendre accessibles des produits à parfois une population qui s'en retrouve malheureusement éloignée. Et donc, on a plusieurs activités à Kilogramme, donc hors Covid, bien entendu. La première activité, c'est l'épicerie. Donc, l'épicerie alimentaire, on a aujourd'hui plus de 1600 références qui vont de la crèmerie, fromagerie aux produits frais type fruits, légumes, toute une sélection de produits secs, des produits cosmétiques, des produits d'entretien. Et bien sûr, de l'équipement objet, cuisine, salle de bain. Ensuite, la deuxième mission de Kilogramme, c'est de faire des ateliers. Donc, les ateliers, vous imaginez bien qu'en ce moment, c'est un peu contraint. On ne fait pas les mêmes ateliers de manière digitale. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce soit un chemin qui soit partagé et bienveillant. Donc, ce sont des ateliers pour apprendre à faire son dentifrice maison, apprendre à faire sa lessive maison et d'autres types d'objets qui vont aller dans la voie du zéro déchet et du vrac. Et la troisième mission, qui est en fait pour faire une boucle avec nos déchets, c'est de nous-mêmes réutiliser nos invendus frais, donc la carotte qui est au fond de la caisse, qui est un peu ramollo, ou la pomme qui a juste été un petit peu croquée, clac, on enlève, on transforme ça en compote, ou on transforme ça en sandwich pour le midi. Donc, c'est toujours d'actualité. Nos clients peuvent repartir le midi avec un sandwich ou un dessert préparé maison avec nos produits. Donc ça, ce sont nos activités. Dans notre valeur et dans notre philosophie, l'idée, c'était de s'inscrire dans le champ de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on ne voulait pas juste avoir un projet qui soit économique, mais aussi créer du lien, donc créer du lien
entre la campagne et la ville, créer du lien au niveau des gens du quartier déjà, et créer du lien donc entre les clients, nous, avec les habitants du quartier, mais aussi avec les commerçants. Et en fait, rendre un peu de dynamisme et pas mal de gens s'y retrouvent là-dedans. Je crois que sur la présentation, on est pas mal. Merci. Eh ben, avec plaisir. C'est du coup une aventure très complète. C'est pas juste un magasin où on vient se fournir. C'est vraiment une aventure humaine. Merci pour ce partage d'expérience. Je reviens vers vous, Chloé. Le réseau VRAC a publié cette année, vous le disiez, un livre revenant sur les grands enjeux du VRAC qui donne de nombreux conseils utiles pour passer au mode de vie VRAC. Si vous deviez retenir 3 conseils pratiques pour celles et ceux qui nous regardent ce soir et qui voudraient franchir le cap, quels seraient-ils? Oui, alors effectivement, on a sorti un livre qui est paru le 2 septembre aux éditions La Plage, qui s'appelle Vrac mode d'emploi. Donc, je vous le montre ici. Donc, c'est un livre assez illustré, qui est assez court, qui fait à peu près 80 pages et qui va donner plusieurs conseils pour consommer vrac au quotidien. On l'a pensé de manière vraiment pédagogique et il s'adresse à tout type de personnes, c'est-à-dire aussi bien à quelqu'un qui n'a jamais consommé vrac de sa vie, qui sait même pas vraiment trop bien ce que c'est, qu'à une personne qui est déjà assez sensibilisée et consomme vrac dans son quotidien. L'idée, c'était de s'adapter à ces personnes-là et de se dire que même quand on a l'habitude de consommer vrac, on a toujours des choses à apprendre et qu'on peut faire redescendre plein de bonnes pratiques et conseils pour aller encore plus loin et le faire en toute sécurité et pourquoi pas sensibiliser ses proches qui ne sont pas très convaincus. Donc, il est organisé en 4 parties. Une partie vraiment pratique pour se dire voilà, pourquoi consommer vrac, où consommer vrac, quel produit acheter vrac, vraiment pour avoir les clés pour s'y mettre. Une déjà un petit peu plus avancée où on va arriver en commerce et dire voilà comment on fait pour se servir au silo, au bac à pelle, quelle quantité de produits acheter. Et puis la troisième, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller plus loin, quel type de contenant acheter, comment les entretenir, que faire en cas de mythe alimentaire. Alors ça, c'est la partie pas très rigolote qui peut parfois arriver. On essaie de donner toutes ces astuces-là. Et puis, il y a une partie pratique à la toute fin qui a été réalisée grâce à nos adhérents. Donc, on les remercie très fort. Nos adhérents commerçants nous ont envoyé leurs recettes et tutos pour cuisiner des produits vrac ou faire ses propres produits ménagers grâce à des produits vrac. Et donc, toute la dernière partie du livre vous permet de passer à l'action en allant acheter des produits et soit en faisant votre lessive vrac, par exemple, à la fin ou en cuisinant certaines recettes. Donc, il est vraiment très pratique et normalement, à l'issue de ce livre, vous avez vraiment toutes les clés pour vous lancer et pour bien consommer vrac. Après, ce qu'on peut retenir du coup comme conseil pour se mettre au vrac, alors le premier, elle serait de trouver la bonne raison pour s'y mettre. C'est-à-dire que j'imagine que là, parmi les personnes présentes à cette conférence, vous êtes là parce que vous êtes intéressé par le mode de vie zéro déchet, vous avez conscience de l'impact de tout ce qui est emballage jetable sur la planète et vous avez envie du coup de réduire vos déchets. Ça, c'est une bonne raison, mais peut-être que ça ne va pas suffire pour vraiment vous donner l'impulsion de le faire. Peut-être que vous allez, malgré ça, voir trop de contraintes dans le fait de changer vos habitudes pour passer au vrac et vous allez vous dire, ouais, mais en fait, c'est trop compliqué. Il va falloir que je prenne mes contenants avec moi, je vais peut-être pas pouvoir faire toutes mes courses en vrac, donc bon, en fait, vous allez toujours remettre au lendemain. Du coup, ce que je conseillerais, c'est de vraiment vous dire pourquoi vous voulez le faire. Donc, il y a à la fois peut-être pour l'aspect environnemental, moins gaspiller, moins faire de déchets, mais il y a plein d'autres raisons de passer au vrac, en fait, qui sont des bonnes raisons et où vous n'allez pas juste voir les contraintes. Ça peut être, par exemple, acheter l'exacte quantité et ainsi mieux maîtriser votre consommation ou votre budget. Ça peut être aussi parce que vous avez envie de mieux cuisiner, mieux manger. Et donc, c'est vrai que les produits vrac, ça va être souvent des produits bruts, peu transformés, qui vont avoir des valeurs nutritionnelles intéressantes. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas envie d'être influencé par le packaging et vous voulez acheter un produit en soi pour ce qu'il est. Ça va être aussi pour des raisons esthétiques. Peut-être que chez vous, vous n'avez pas envie d'avoir des paquets de riz à moitié entamés et avoir des jolis bocaux avec des produits à l'intérieur, ou parce que tout simplement vous en avez marre de descendre les poubelles et vous voulez enlever une corvée supplémentaire. En fait, il faut que vous essayiez de lister un peu toutes les raisons qui vont faire que ça va être positif pour vous et que ça ne va pas être une contrainte au quotidien. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à l'achat vrac et de continuer par la suite. Sinon, vous risquez de vous démotiver en vous disant j'aimerais bien faire un geste pour la planète, mais ça, c'est peut-être pas pour moi. Ça, c'est la première chose, trouver les bonnes raisons de le faire. La deuxième, c'est d'y aller pas à pas. Vous n'allez pas pouvoir changer radicalement de mode de vie et de mode d'achat du jour au lendemain. Quand on passe au zéro déchet, en général, on commence soit par sa salle de bain, soit par sa cuisine. Enfin, on commence par quelque part et on ne fait pas tout d'un coup. Et pour le vrac, c'est exactement pareil. Vous n'allez pas
tout acheter en vrac du jour au lendemain. Déjà parce que ça risque d'être compliqué en termes d'offres. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de commerces qui permettent de faire toutes leurs courses en vrac aujourd'hui. Et puis, parce que juste, ça risque de vous démotiver puisque vous allez trouver ça compliqué. Donc, commencez par un produit, passez le pas de la porte du commerce vrac et testez avec un produit qui vous paraisse simple. Ça peut être des fruits secs pour certains, des pâtes, du riz pour d'autres, de la lessive, peu importe. Prenez ce qui vous paraît simple à vous et allez tester sur ce produit-là pour déjà vous donner l'impulsion et après continuer. Vous allez voir, donc vous allez passer le pas d'un commerce vrac ou d'un supermarché ou d'un commerce bio, enfin peu importe, là où il y a un rayon vrac. Peut-être que ça va vous impressionner au départ, surtout dans un commerce vrac, vous allez vous dire « Oh là là, mais il y a trop de choses que je connais pas, tout le monde a l'air de savoir sauf moi, c'est inquiétant, je sais pas quoi faire. » Bon, faut pas vous mettre la pression, le commerce en vrac, il est là pour vous aider aussi là-dessus, donc vous pouvez vraiment aller le voir et lui demander et on vous expliquera en fait comment vous servir sans que vous renversiez tout à côté et que ça soit la catastrophe. Enfin, on ne veut pas vous mettre trop de pression par rapport à ça. Donc ensuite, une fois que vous aurez testé, le troisième conseil, c'est de commencer à se doter de contenants adaptés. Donc, tout ce qui va être bocaux en verre, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez récupérer des bocaux de chez vous, de confiture ou autres que vous avez. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'acheter des sacs en tissu parce que c'est des petits sacs qui vous permettent, ça prend pas de place dans votre sac, c'est pas lourd et vous allez pouvoir vous servir dans ces contenants-là et après transvaser chez vous dans des bocaux hermétiques. Ça peut être intéressant. Donc, commencez à se doter des équipements qui vont vous permettre de vous réorganiser chez vous et d'organiser votre cuisine pour avoir de plus en plus de produits vrac, liquides comme secs, en fonction de ce que vous préférez. Et comme ça, vous allez pouvoir adapter votre environnement de travail, votre plan de travail de cuisine. Et puis après, donc, vous verrez, ces bocaux, vous allez pouvoir les entretenir. Les sacs en tissu, c'est pareil, les nettoyer, les réutiliser à l'infini dans votre commerce. Et vous allez avoir envie de tester de plus en plus de choses. Au final, vous allez prendre de l'assurance pour acheter des produits. Vous allez avoir envie de tester des nouvelles choses. Et ça va se faire finalement assez naturellement. Après, voilà, peut-être que vous allez être limité par le manque d'offres autour de chez vous. Donc, n'hésitez pas. Nous, on a une carte sur le site de Réseau Vrac où on référence tous les commerces spécialisés vrac adhérents et en tout cas au moins les commerces aussi qui ont un rayon vrac. Donc si vous vous dites mais il n'y a pas d'offre à côté de chez moi, j'ai juste un supermarché mais il n'y a pas grand chose dans le rayon et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir sur notre carte, il y a des nouveaux commerces qui ouvrent en ce moment quasiment tous les jours malgré la crise sanitaire qu'on connaît. Donc il y aura certainement peut-être des choses pas très loin de chez vous où vous pourrez vous fournir davantage. Donc ça, c'est vraiment assez important. Repérer les lieux, vous munir de contenants adaptés aux produits. C'est pareil, n'hésitez pas à demander conseil à votre commerçant sur la conservation du produit. Et chez vous, stocker de plus en plus, prendre la quantité qui est adaptée au type de produit. Vous verrez, ça va être assez facile une fois que vous aurez commencé à vous y mettre, mais très important, donnez-vous les bonnes raisons et ne vous mettez pas trop de pression dès le départ pour tout faire parfaitement. Vous allez commencer comme tout le monde et après, ça va aller. C'est juste une question d'habitude à prendre. Et donc, je ne peux que, encore une fois, vous recommander d'acheter Vrac Mode d'Emploi. Vous allez vraiment avoir tous les détails pour vous y mettre pas à pas en fonction de votre niveau, en fonction de vos besoins. Et ça va être vraiment utile pour vous donner l'impulsion de vous lancer sans vous culpabiliser et avec plein de bons conseils que vous pourrez venir piocher au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de lire le livre en intégralité du premier coup. Et donc, ce livre, vous pouvez vous le procurer soit sur le site des éditions La Plage, notre éditeur, soit en ligne sur plusieurs autres sites, ou alors dans les librairies. Donc, n'hésitez pas à le demander à votre libraire si jamais il n'y est pas, et dans certains commerces vrac également. Voilà, donc c'est vrai qu'il est disponible dans pas mal de lieux. Ça peut être aussi un beau cadeau de Noël si vous cherchez un cadeau engagé à faire. Et il est vraiment fait pour démocratiser en fait l'accès à ce mode de consommation et vous donner toutes les clés pour le faire pas à pas et aider vos proches à passer aussi si vous manquez d'arguments. Merci Chloé pour ces conseils très clairs et déjà une proposition de cadeau de Noël à s'offrir ou à offrir pour passer au zéro déchet. On voit avec vous que c'est du coup le vrac c'est zéro déchet, mais c'est aussi anti-gaspi, c'est hyper complet. Donc voilà, merci de nous donner envie de s'y mettre. Xavier, vous êtes régulièrement en contact avec des personnes qui souhaitent tendre vers un mode de vie zéro déchet ou qui sont déjà adeptes de ce mode de vie. Quelles peuvent être les difficultés ou les appréhensions et comment on peut les surmonter ?
Déjà, bravo à Chloé parce que je pense qu'on a étayé tous les bons conseils, tous les tips. Et effectivement, c'est souvent ce que je dis aux nouvelles personnes qui veulent se lancer dans l'aventure zéro déchet. Après les tips, le deuxième point que tu as soulevé, c'était le plus important, c'est d'y aller pas à pas. Et effectivement, moi, je parle souvent d'état d'esprit. Dans mon milieu, je suis soumis à plusieurs questionnements de la part des clients, donc plein de questions que je pense vont revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas trop faire le point dessus, mais je voulais peut-être plus parler de l'état d'esprit parce qu'en fait, on entend beaucoup parler de plus en plus, et on va l'entendre encore de plus en plus, parler du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est mon avis, pour moi, c'est une utopie en fait. Le zéro déchet, c'est-à-dire ne pas faire de déchets, c'est quasiment impossible. Étant bien même qu'en fait, le déchet en soi, il n'est pas forcément néfaste, parce que si on fait des pelures d'orange et que les pelures d'orange sont compostées pour aller nourrir le jardin, finalement, le déchet, il est bien. Là où c'est problématique, c'est lorsque le déchet se retrouve dans la nature. Donc, c'est plus la manière dont le déchet est géré in fine. Le vrac, pour le coup, c'est une solution concrète pour ne pas produire du déchet dans votre poubelle, vous, en tant que consommateur. Mais je peux vous assurer que moi, en tant qu'indépendant et engagé, on fait un effort nécessaire sur nos déchets à nous et plus en amont sur le déchet des fournisseurs. Donc, en fait, c'est plus aussi, de mon point de vue en tant que commerçant, vous donner un peu la grandeur du vrac et toutes les répercussions et l'impact qu'on peut avoir sur le déchet, qui n'ont pas juste votre poubelle, parce que votre poubelle, déjà, si vous réduisez de 50% de vos déchets, c'est vachement important, mais aussi, chez nous, il y a une réduction. Ensuite, du coup, le zéro déchet, c'est un état d'esprit, donc bien entendu, l'effet écologique, l'effet actuel sont que la planète va mal, forcément à cause de nos activités à nous, oui, mais on n'est pas responsable de tout. Et ce que j'aimerais juste dire, c'est que il y a quelque chose qui est assez nouveau, c'est se mettre en dépression parce qu'en fait, tout va mal autour de nous et que du coup, on a l'impression qu'on doit vraiment le faire, de vraiment le faire, vraiment le faire. Et en fait, non, en fait, c'est bien de le faire, c'est sûr, mais il ne faut pas se mettre trop de pression parce que vaut mieux mettre un objectif par semaine, y aller pas à pas et le faire. Et s'il y a un échec, ce n'est pas grave, plutôt que de vouloir aller trop vite, griller les étapes et finalement s'en dégoûter. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne aux gens. Ok, super, franchement, déjà, c'est une très bonne démarche. Si vous regardez cette conférence-là, c'est que ça vous attire et que vous posez des questions. Donc, continuez à vous poser des questions. Il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Et la deuxième chose, après les questions, c'est faire. Donc, moi, ce que je recommande souvent, c'est de faire une liste de courses lorsque vous voulez aller faire les courses. Comme ça vous permet d'identifier ce qui vous manque. En face des listes de courses, vous mettez ce dont vous avez besoin comme type de contenant. Donc, pour les liquides, l'huile d'olive, bon, prenez votre bouteille d'huile d'olive. Pour tout ce qui est produits ménagers, prenez votre bouteille de produits ménagers bien spécifiques. Et ensuite, le fameux sac tout léger, ultra pratique. On en met dans tous ces sacs. On fait un sac de petits sacs comme ça et qu'on prend avec nous pour les fruits, légumes, la salade, les fruits secs, le riz, tout ça. C'est génial. Ça se lave, ça se réutilise vraiment plein de fois. Donc, c'est tout léger, c'est super. Si, par exemple, vous prenez des bocaux pour vos lentilles, c'est effectivement pratique et joli, sauf que votre bocal pèse déjà 800 grammes, vous mettez 1 kg de lentilles corail, vous avez 1,8 kg au total. Et ensuite, si vous faites ça sur le riz, sur les pâtes, sur le café, machin, et vous allez vous faire les bras, ça c'est sûr. Donc, le vrac, ça peut être sportif parfois, mais c'est pas toujours ce qu'on va rechercher. Donc, ouais, trouver dans les bouquins les recettes qui vous plaisent, essayez des produits, personnalisez-les aussi, parce que finalement, si vous avez une peau grasse, une peau sèche ou des cheveux de tel type, et testez des recettes, puis mettez plus à votre goût le parfum que vous voulez. Euh, et, euh, et puis, moi, je vous recommande pas seulement d'aller voir les endroits où on fait du vrac, mais aussi d'aller solliciter les autres endroits où on ne fait pas forcément du vrac. Donc, les marchés, ils tentent de plus en plus à le faire en vrac, mais ça peut être par exemple d'aller chez votre fromager, exceptionnellement, avec votre tube, et puis de voir sa réaction. Vous allez avec Tupperware et vous dites, bah voilà, non, pas de papier s'il vous plaît, j'ai mon Tupperware. Donc, essayez de sensibiliser, si ce n'est pas que vous qui êtes sensibilisé, essayez de voir un peu la réaction des autres et ça peut créer aussi des déclics. Bien entendu, chez nous, dans le commerce indépendant Kilogramme,
On est tout à fait disponible pour vous conseiller et pour vous orienter dans la démarche, tout ça. Donc n'hésitez pas à en discuter avec votre commerçant, à en discuter avec vos amis aussi lorsque vous allez vous retrouver au téléphone, bien entendu, pas à la maison autour d'un verre, hein, ça c'est plus possible. Mais discutez-en autour de vous, savoir un peu quelles sont les bonnes recettes qui marchent et qui ne marchent pas. C'est une manière en fait de se motiver et de rester motivé. Et puis, bon, je crois que vraiment, ce qu'on peut retenir à la fin, c'est d'y aller pas à pas, sans trop de pression, quoi. Merci Xavier pour ce partage d'expérience. Effectivement, ne pas se mettre la pression, y aller progressivement, c'est hyper important pour ne pas se dégoûter, pour ne pas culpabiliser non plus. On voit grâce à vous deux qu'il y a des solutions concrètes qui existent déjà. Vous parliez du fromager avec son tupperware, mais le midi aussi, aller avec ses propres récipients à la pause déjeuner et inciter ceux qui ne sont pas forcément encore sensibilisés à faire du vrac malgré eux. Plus il y a de demandes, finalement, plus les gens, ça rentre dans les consciences et plus eux-mêmes vont le proposer après à leurs clients. Et puis ce que je retiens aussi, c'est surtout ne pas hésiter à vous demander, à vous qui êtes dans le magasin en vrac, parce que vous faites plein de bons conseils aussi. D'ailleurs, comment vous êtes-vous adapté, Xavier, avec cette crise sanitaire vous avez réussi à continuer à quand même garder une activité? C'est une bonne question. En fait, le vrac, il y a eu beaucoup je pense, un peu de peur qui ont été, que, tout se manipule. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des pelles, il y a des silos, il y a des objets qui se manipulent, et donc du coup, c'est pour ça qu'avec le réseau vrac qui a fait un gros travail, dès le début du covid pour, nous donner les bonnes consignes, qui ont été formulées aussi par des experts, hygiénistes, du réseau vrac, donc qui nous mettaient, bien en sécurité aussi. Donc on a pu adopter différents gestes. Voilà. Bon, personnellement, chez Kilogramme, on n'a pas du tout fait de libre service, c'est-à-dire que les gens ne passaient pas la porte de chez nous, à la fois pour les protéger eux et pour protéger l'équipe. En fait, ce qui a vraiment été frappant pour nous, c'est on ne voulait pas être responsable, on ne voulait pas être une plateforme tournante de la circulation du virus. Donc, on a changé de système, on est passé par Internet, par des bons de commande, en faisant un appel à solidarité pour les personnes qui n'avaient pas forcément internet ou qui avaient des difficultés à accéder sur le site pour commander. Donc c'était très sympa. Il y a des personnes, des habitants du quartier qui se sont désignés pour appeler un tel et un tel pour telle personne qui vraiment avait des difficultés. Et en fait, le matin, on recevait la commande, on la préparait, et l'après-midi, les gens, ils avaient un créneau d'une demi-heure. En 5 minutes, ils avaient réglé leur commande, quoi. Et comme ça, on limitait vraiment les contacts. Et pour moi, il m'a semblé que c'était quand même une responsabilité énorme en tant que commerce dit essentiel. Mais clairement, l'essentiel, c'est d'être en accord aussi avec la société, quoi, et ce qui se passe, quoi, clairement. Ouais. Donc, limiter les contacts, mais en gardant le contact quand même. Ça montre aussi la résilience de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire dans ces crises. Chloé, du coup, on a déjà eu quelques éléments de réponse, mais voilà, comment vous, à Réseau Vrac, vous avez aidé les entrepreneurs que vous accompagnez au quotidien face à cette crise? Ouais, c'est vrai qu'on a dû se réorganiser assez vite, assez soudainement, comme les commerçants d'ailleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est que très vite, dès le premier jour du confinement, du premier confinement, on a organisé une visioconférence avec nos expertes juridiques et hygiénistes pour donner des recommandations pour rassurer les commerçants et pour les aider à se réorganiser très vite afin de continuer à accueillir les clients en toute sécurité. Donc voilà, on a donné ces quelques recommandations-là qui ont permis de rassurer et de commencer à mettre en place les bonnes pratiques. Après, tout au long de la crise Covid et encore aujourd'hui, on a sorti des newsletters pour nos adhérents avec des conseils sur toujours des règles d'hygiène à respecter, des recommandations, tout ce qui peut être aide financière, etc., auxquelles ils ont le droit de leur donner accès à ça, des bonnes pratiques d'autres adhérents pour les inspirer et pour leur donner des idées de quoi faire pour se réadapter. Des conférences sur différents sujets, des aides, etc. On a mis également certains commerçants dans le besoin en contact avec des fournisseurs qui pouvaient leur fournir des masques, du gel hydroalcoolique, parce qu'à l'époque, on se souvient, il en manquait, il n'y en avait pas assez.
Et puis, voilà, on a réorganisé régulièrement des conférences sur ces sujets-là. On a lancé des baromètres pour prendre le pouls économique des commerces vrac pendant cette période-là et pour qu'eux, ils puissent aussi se situer par rapport aux autres et voir à quel point ils étaient impactés ou non et nous demander de l'aide si besoin. Donc, on en a fait 3 à l'heure actuelle, à différents moments pour évaluer les impacts de la crise. Et puis, on a, avec le gouvernement, réalisé une affiche Consommer vrac en toute sécurité pour redonner les gestes à respecter pour consommer vrac en commerce vrac, en supermarché, en magasin bio, partout là où il y a du vrac. Et l'idée de cette affiche, c'était vraiment de dire aux consommateurs, allez-y, c'est sûr, c'est validé par le gouvernement et par Réseau Vrac avec des recommandations d'hygiénistes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez retourner au vrac, il n'y a pas de risque. Et c'est vrai que finalement, même s'il y a quelques consommateurs qui ont arrêté de consommer vrac pendant le confinement, c'était plus par des raisons, le commerce qu'ils fréquentaient d'habitude était hors de leur périmètre des 1 km, ou finalement le rayon avait fermé, mais c'était pas forcément parce qu'ils avaient peur en fait, c'était plus pour des raisons logistiques, ils ne pouvaient plus. Et la plupart des consommateurs aujourd'hui sont revenus vers ce mode de consommation parce qu'ils sont fondamentalement convaincus que c'est une bonne chose pour l'environnement et la réduction des déchets. C'est vrai qu'une fois qu'on a commencé, c'est dur de revenir en arrière. Merci, on a déjà des premières questions de nos téléspectateurs qui nous parviennent. Alors, une question pour tous les deux. Vaut-il mieux acheter en vrac sans connaître la provenance ou acheter un produit local mais emballé ? Je te laisse répondre, Xavier, du coup. Faut-il mieux acheter en vrac sans connaître la provenance ou prendre un produit local ou emballé ? Local ne veut pas forcément dire bien, bon déjà. Emballé, ça dépend quel type d'emballage, parce que finalement, si c'est dans les AMAP, par exemple, on va vous donner dans une cagette tous les produits. Donc, est-ce que c'est ce type d'emballage-là ou est-ce que c'est le concombre qui est emballé à l'unité ? Donc, ça, c'est un peu plus contraignant, surtout si le concombre il est totalement fait hors saison, dans des serres qui sont chauffées et qui sont très énergivores. Donc là, j'aurais tendance à dire vaut mieux prendre un produit en vrac. Mais en même temps, dans le vrac, il y a une chose qui est très essentielle, c'est l'information et la transmission de l'information pour le consommateur. En fait, il y a la sécurité du consommateur et lorsqu'on va dans un magasin vrac, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'emballage qu'il n'y a pas l'information. L'emballage, certes, c'est un élément pour donner des informations, mais c'est aussi un élément marketing pour vous faire vendre, pour vous faire acheter, et machin. Sauf que bon, si le produit il est bon, qu'il est brut, finalement, en fait, il n'y a pas forcément besoin de la longue liste d'ingrédients. On a une longue liste d'ingrédients lorsque le produit il est ultra transformé et qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et en général, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Donc, libre à chacun de se poser la question, quelle est la meilleure chose pour moi, l'environnement, et pour l'autre ? Et voilà, et en fait, on choisit un peu comme ça. Oui, il n'y a pas de solution miracle. Et puis, quand on vient dans votre magasin à vous en particulier, vous avez aussi une démarche très environnementale. Ce n'est pas seulement le vrac. Puis à chacun de mettre le créneau là où il veut. Chloé, est-ce que tu veux Moi, si je peux compléter, ouais. Enfin, je trouve que la question, disons que dans le vrac, il peut y avoir un sentiment de perte de l'information, mais en fait, la plupart du temps, la provenance, vous allez la retrouver. En fait, il y a des mentions obligatoires, et donc ça, forcément, tous les commerçants sont obligés de mettre ces mentions-là pour respecter la loi. Et après, beaucoup font le choix de rajouter plein d'informations sur le produit, que ce soit sa composition, son origine, etc. Donc, en fait, ça va être assez rare que vous puissiez absolument pas identifier l'origine du produit. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez toujours demander aux commerçants et puis après faire votre choix entre ce produit-là ou le produit préemballé dans les cas. En fait, il ne faut pas se faire des frayeurs en se disant on ne sait pas d'où vient le produit, on a perdu la traçabilité, il n'y a pas de transparence. Dans la plupart des cas, vous allez retrouver l'information et c'est juste qu'il y a peu de mentions en fait aujourd'hui qui sont obligatoires dans l'étiquetage, mais celles qui le sont seront là, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir apprendre dans le livre, justement, quelles sont les mentions obligatoires, quelles informations vous allez pouvoir retrouver pour suivre la traçabilité du produit et vous rassurer là-dessus.
Non, et l'important, c'est de s'informer. C'est des questions qui reviennent souvent. Il faut mieux consommer bio ou mieux local. C'est avant tout son propre choix. Et puis, l'important, c'est de s'informer pour pouvoir faire ce choix. On avait une autre question. Est-ce que les commerçants peuvent refuser des contenants apportés par le consommateur? Alors là, du coup, pour cette question, je me permets de commencer. Tu compléteras, Xavier. Mais alors aujourd'hui, normalement, grâce à nos actions de lobbying, le commerçant, il doit aujourd'hui accepter le contenant du consommateur si celui-ci, après un contact visuel, a été jugé propre. C'est-à-dire que si le consommateur arrive avec un contenant qui paraît très sale à première vue, là, le commerçant a le droit de refuser ce contenant en disant non, là, je peux pas faire ça parce que il y a trop de risques de contamination, c'est pas sûr. Mais en revanche, si après un contact visuel, le commerçant juge que le contenant est propre, alors normalement, il doit accepter le contenant dans son commerce. C'est passé du coup dans la loi cette année. Et alors du coup, pour compléter, lorsqu'on a ouvert Kilogramme il y a 2 ans, à l'époque, on n'avait pas le droit d'accéder. Donc les produits ménagers, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez particulier, hein, toujours pour la sécurité du consommateur. À l'époque, quand on a ouvert, on n'avait pas le droit d'accepter le contenant du client, qui soit par exemple une bouteille de jus de pomme pour remplir la lessive, ou que ce soit en fait tout simplement une bouteille de lessive pour remplir la lessive, si la marque n'était pas la même. Et donc, comme le dit Chloé, grâce à leurs actions du réseau VRAC, ça a évolué. Aujourd'hui, on peut accepter une bouteille de lessive de n'importe quel magasin, supposons, à condition qu'elle soit propre et qu'il n'y ait pas de mélange d'un autre produit avant. Et ben, on peut servir maintenant dans une bouteille avec le même contenant, même produit. Voilà, ça c'est possible. En revanche, bien évidemment qu'on ne peut pas servir dans une bouteille alimentaire sans étiquette, parce que là, le risque d'accident domestique, il est trop élevé, quoi. Oui, non, mais le reste, la sécurité quand même est prime. On peut aussi faire ces contenants. On parlait des sacs tout à l'heure. On peut aller tout au bout de la démarche zéro déchet et puis créer ses propres sacs. Vous en faites, vous, dans vos formations? C'est le genre de formation que vous donnez, d'atelier, Xavier? Et ben, ça nécessite un peu de matériel de couture, donc c'était pas trop notre créneau. Mais je crois qu'on a eu une animation ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais. C'est des ateliers qui se multiplient. Je suis sûre que vous pouvez tous et toutes trouver près de chez vous ce genre d'atelier. Ou alors avec une machine, c'est assez rapide. Je reprends mes questions. Une question qui revient souvent aussi, on s'en doutait. Le vrac n'est-il pas réservé à un certain profil de client, peut-être riche, au vu du prix de ses produits? Ouais. Les produits vrac souffrent de la comparaison du prix au kilo avec les autres produits emballés. Ouais, alors effectivement, ça c'est une question qui revient souvent quand on se fait interviewer par des journalistes pour des articles. Effectivement, mais c'est normal, c'est une question que c'est logique de se la poser en tant que consommateur. Est-ce qu'on va payer plus cher pour un produit par rapport aux courses qu'on fait habituellement? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est assez difficile de comparer pour l'instant les produits vrac avec des produits préemballés parce qu'en fait, on ne parle pas d'un produit identique la plupart du temps. La plupart du temps, les produits vrac, aujourd'hui, même en grande distribution, c'est souvent des produits bio, en commerce spécialisé aussi, et qui vont avoir une certaine qualité et du coup qui vont être forcément un petit peu plus cher qu'un produit discount. Ça, c'est clair. Mais ça, si on compare un produit préemballé bio et un produit préemballé discount, ça va être la même chose en fait. Il va y avoir un écart de prix. Donc, c'est souvent pour ça que le vrac peut paraître plus cher. Après, souvent, quand on fait des comparaisons, il apparaît que le vrac est un petit peu moins cher que l'équivalent préemballé à produit identique. Après, voilà, souvent, ça va rester des produits qui vont peut-être paraître chers quand on a l'habitude de consommer des produits pas forcément labellisés. Ça c'est une chose. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que effectivement, du coup, on pourrait penser que le vrac doit être moins cher vu que on n'a pas de packaging et donc du coup, on ne paye pas ce coût-là. Mais faut savoir que du coup, le coût de main d'œuvre dans le vrac est assez important aussi, puisque on ne voit pas quand on est consommateur, mais le commerçant qui tient le rayon vrac, c'est beaucoup de travail pour lui aussi de toujours nettoyer bien l'espace
espaces vrac, remplir les silos, nettoyer les silos entre chaque changement de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de travail aussi de manutention qui n'est pas visible et qui pourtant a un coût en termes humains. Donc, pour ces raisons-là, on pourrait penser même que le vrac devrait même peut-être être plus cher, mais finalement, il ne l'est pas parce que les commerçants font aussi le choix de ne pas proposer des produits à des prix prohibitifs. Après, pour revenir à la question du profil, aujourd'hui, nous, quand on a interrogé un peu nos commerçants vrac, ils nous disent quand même que de plus en plus, ils ont des clients de tout type de profils sociaux, pas uniquement des personnes, des jeunes urbains, cadres dynamiques, etc., qui vont avoir de plus en plus de personnes qui viennent aussi acheter à la juste quantité pour maîtriser leur budget, etc. Même si c'est encore aujourd'hui assez marqué socialement avec plutôt des personnes urbaines, foyers, des personnes monoparentales autour de 35 ans. Ça va être ce genre de profil, mais de plus en plus, ça se démocratise et la question du prix doit effectivement se poser, mais se poser avec les bonnes comparaisons, en se disant, on doit comparer à produit égal et que vraiment, dans les 3/4 du temps, le vrac n'est pas plus cher, il est même un peu moins cher à produit identique. Xavier, tu veux rajouter quelque chose? Eh ben, oui, finalement, bien comparer le produit avec un produit identique, ça c'est sûr. Clairement, j'en démords pas. Souvent, moi, quand on me dit les lentilles corail, j'ai l'impression que c'est un peu plus cher. Bah oui, parce qu'en fait, elles sont françaises, quoi. Et regardez bien l'origine des lentilles corail, d'habitude, elles viennent de Turquie. Lorsqu'on travaille avec des producteurs qui font des tomates séchées, des pommes séchées, et tout ça pousse et fait sécher dans le Lot-et-Garonne, bien évidemment qu'on ne peut pas concurrencer avec des prix de Turquie. Ça, c'est un premier fait. Et ensuite, nous, Kilogramme, comme on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on a dans nos statuts une vocation à faire une étude d'impact, c'est-à-dire vérifier auprès de nos partenaires, de nos clients, nos partenaires fournisseurs, clients et en interne, vérifier quel est l'impact en fait. Est-ce que les gens ont l'impression de consommer bien? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Enfin, on pose tout un tas de questions et on a été assez surpris de voir que le profil de gens, c'était pas forcément des classes aisées qui avaient un gros revenu. Déjà, on a beaucoup de jeunes avec pas trop de revenus, type étudiants engagés. Et voilà, donc finalement, c'est pas forcément réservé à une classe aisée, modeste et populaire. C'était la majorité de nos répondants. Donc, c'était le pari aussi de Kilogramme. Donc ça, on est content d'avoir réussi ça. Merci, ouais, ça se démocratise. Et puis quand on achète à la juste quantité, plutôt que faire pourrir dans les placards ou jeter, il y a vraiment un calcul sur tout qui se fait en fait et qui peut être bon marché. Une autre question pour Réseau Vrac, donc pour vous Chloé, les grandes surfaces ne risquent-elles pas de faire mourir les boutiques vrac en développant leur offre vrac? Ça, c'est aussi une question qu'on a souvent, une question très intéressante parce que, en fait, l'objectif de l'association, c'est de démocratiser la vente en vrac. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens font leurs courses en supermarché, en grande surface. Donc, si on veut démocratiser le vrac, est-ce que le vrac ne devrait pas justement être davantage dans les grandes surfaces? C'est tout le paradoxe. Alors que, à côté de ça, c'est les épiceries vrac spécialisées qui ont été les pionnières et qui ont aidé à faire surgir ce mode de consommation. Donc, c'est des questions éthiques un peu compliquées. Néanmoins, nous, ce qu'on pense quand même, c'est que le fait que le vrac se développe est une bonne chose. L'important, c'est de continuer, bien sûr, à développer un maximum de commerces spécialisés parce que c'est vraiment eux qui ont développé le vrac dès le départ, ont permis à ce mode de consommation d'exister en France et la France est le pays leader aujourd'hui en termes de commerce vrac, donc c'est grâce à eux clairement. Donc ça c'est super. Après, pour toucher davantage de personnes, nous on trouve que si le vrac se développe dans les grandes surfaces, pourquoi pas. Après, il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas un dégoût du vrac qui vienne de ces acteurs-là parce qu'ils ne mettraient pas les moyens pour faire tenir le rayon et du coup les conditions d'hygiène seraient mauvaises et dégoûteraient les consommateurs de manière durable de ce mode de consommation. Donc s'ils le font, il faut qu'ils le fassent bien. Et en plus, sur la question de est-ce qu'ils risquent de faire mourir les épiceries vrac, ça c'est
a priori, non, puisqu'en fait, dans tous les cas, les consommateurs qui consomment en grande surface, souvent, ce n'est pas les mêmes que ceux qui vont se fournir dans les petites boutiques. Donc, en fait, eux, ils continueront à avoir leurs clients réguliers qui habitent en centre-ville, qui sont engagés pour ce type de commerce et qui ont l'habitude de le fréquenter. Ceux qui vont en grande surface, de toute façon, a priori, peut-être certains vont avoir envie d'aller vers des petits commerces et de soutenir des commerces indépendants spécialistes, mais beaucoup, de toute façon, vont continuer à consommer en grande surface. Donc, si on veut que ces personnes-là puissent avoir accès aussi à une offre zéro déchet, de réduction des déchets en tout cas, et se mettre au vrac, ça paraît quand même être une bonne chose que les grandes surfaces s'y mettent, mais vraiment on insiste là-dessus dans des bonnes conditions et pas faire n'importe quoi dans leur coin. Donc il faut former, il faut qu'il y ait un véritable suivi du rayon vrac en grande surface si ça se développe, et on voit qu'ils sont très intéressés et qu'ils se développent de plus en plus, mais par contre voilà, à le faire bien et à faire attention à pas dégoûter tous les consommateurs et à ternir tout le travail qu'ont fait les commerces pionniers jusqu'ici. Oui, puis on voit que les commerces, on le voyait avec les chiffres de vraiment en vrac, ça se développe énormément et puis il y a toujours plus de consommateurs et de clients, donc on est rassuré pour Kilogramme et pour les autres. Y a-t-il des options pour acheter de la cosmétique sur un mode de consommation vrac, des crèmes, des sérums? On en parlait un peu tout à l'heure, Xavier. Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans ce genre de consommation? Le rayon cosmétique, déjà, je précise que ce n'est pas ma spécialité, puisque Iris est plutôt experte dans ce domaine. Moi, j'ai mon autre domaine où je suis plus expert, ce sera les fruits et légumes. Néanmoins, Chloé précisera peut-être plus davantage, mais effectivement, toujours d'un point de vue sécurité, le rayon cosmétique a ses propres lois. Donc, la vente de produits vrac est très limitée à kilogrammes. On retrouvera en vrac du shampoing, on retrouvera du gel douche, de l'après-shampoing. Et je crois que c'est tout. Entre parenthèses, on a quand même des systèmes de consigne qui sont mis en place. On peut dire que ça fait partie du vrac quand même, même si on n'a pas le service par soi-même. Le système de consigne, bon, je pense que ça parle à tout le monde, hein. J'achète mon produit, j'ai 1 € de plus qui est consigné. Une fois que j'ai fini ce produit-là, je rends le contenant et je récupère mon argent. Et comme ça, en fait, une fois que c'est lavé, c'est remis en service. Ensuite, pour vraiment approfondir, je pense que Chloé, tu auras peut-être plus de choses à dire que moi. Effectivement, tout ce qui est cosmétique, aujourd'hui, c'est assez réglementé. Vous allez trouver beaucoup de choses pour tout ce qui va être cosmétique rinçable. Donc, c'est ce qu'on appelle shampoing, gel douche, donc les choses qui peuvent facilement être rincées à l'eau comme son nom l'indique. En revanche, pour tout ce qui est cosmétique non rinçable, donc là, ça va concerner les crèmes, donc tout type de crème, c'est plus compliqué et donc il y en a assez peu sur le marché pour le moment. Il y en a, mais plus sous forme de consigne, c'est-à-dire que vous n'allez pas, on reparle encore des histoires de contenants, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser votre propre contenant, typiquement pour ce genre de produit. Il va falloir utiliser uniquement le contenant du fournisseur, donc encore une fois, il n'y en a pas encore énormément sur le marché et c'est eux qui vont s'occuper du nettoyage et de la remise en service. Donc, ça va être plus un système mêlant vrac et consigne parce que pour l'instant, il n'y a pas de protocole de nettoyage au niveau du consommateur qui permet d'avoir des produits, pour ces produits-là, d'être utilisés en toute sécurité dans le contenant du consommateur en mélangeant différents produits. Donc, pour cette raison, il n'y a encore pas énormément d'offres, mais ça se développe de plus en plus. Et nous, au sein de Réseau Vrac, il y a énormément de fournisseurs qui font de la recherche là-dessus pour innover, pour être plus performants en termes de fonctionnement de machines permettant la distribution de ce type de produits vrac. Donc voilà, il y a quelques marques qui se développent, mais ça reste encore assez limité. Ça fait partie du coup des innovations qu'on attend dans le secteur du vrac dans les prochaines années pour répondre à la demande des consommateurs. D'accord, donc on est encore un peu patient et patiente, mais on suit et on compte sur le Réseau Vrac pour nous trouver des solutions. Il y en a déjà un peu. Ça commence. J'ai une question dans laquelle je me reconnais beaucoup. Avez-vous une astuce pour garder l'information du temps de cuisson et de la durée de conservation? Parce que quand il n'est pas inscrit sur les produits directement, on peut oublier. Ouais, Xavier, tu veux répondre et je complète?
Une astuce, c'est de demander à la personne où est-ce que vous allez acheter en fait le produit. Après, bon, bien sûr, le goûter le produit, ça reste quand même la meilleure astuce que je peux vous donner pour vérifier la cuisson, si vous la voulez plutôt al dente ou non. Voilà. Ouais, pour compléter, du coup, effectivement, je pense que demander au commerçant, encore une fois, c'est la meilleure chose à faire parce qu'il connaît en général bien le produit et il peut conseiller sur la façon de le cuisiner. Certaines marques aussi essayent de proposer des étiquettes qu'elles collent sur le silo ou qu'on peut photographier en fait et pour retrouver après les informations sur la préparation et le temps de cuisson. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Elles le font pas toutes, mais certaines le font. Et après, il y a des produits assez classiques où effectivement, ça ne demande pas énormément de connaissances en cuisine pour savoir comment le cuisiner, ou vous pouvez toujours chercher sur Internet comment le cuisiner, ça reste assez classique. C'est plus pour des plats un peu préparés où effectivement, ça va être intéressant de pouvoir retrouver l'information produit. Et dans ce cas-là, souvent, ces marques-là proposent une étiquette à coller sur le silo que le client peut photographier pour retrouver l'information plus tard quand il rentrera chez lui. Donc ça aussi, c'est des tips que le monde du vrac répond directement. On peut mettre aussi une petite étiquette ardoise et noter au fur et à mesure, ou bien sûr se référer à notre moteur de recherche préféré. Comment les produits arrivent dans vos magasins? Est-ce qu'ils arrivent dans des contenants consignés ou est-ce que c'est des emballages avec plein de quantités? Xavier, du coup, je vous pose la question à vous. Eh ben, oui, c'est une très bonne question. Par exemple, je vais vous parler des produits d'entretien. Et les produits d'entretien arrivent dans des gros bidons de 25 litres. Donc, on va avoir le liquide vaisselle. Le bidon de 25 litres de liquide vaisselle, il y a un petit robinet. Tout le monde se sert. Une fois qu'il est vide, celui-là est mis de côté et sera récupéré, relavé, remis en service. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on fait du vrac du point de vue de commerçant, bien sûr qu'il faut jouer le jeu et ne prendre qu'un seul emballage pour le plus de quantité possible. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit des sacs de 25 kilos ou des sacs de 10 kilos selon les produits, des sacs de 5 kilos. Les épices, vous imaginez bien que ça peut être 100 kilos, 25 kilos d'épices, mais on reçoit dans des contenants plus petits. Et on a tout type de contenants. On a les seaux qui sont réutilisés. On a les bidons, on a les sacs, les gros sacs Kraft que nous, on remet pour les utiliser en poubelle. On a pas mal de types d'emballage finalement. Après, il faut savoir que un grand sac de 25 kilos, combien vaut-il de sacs de 500 grammes voilà. Donc ça, c'est un bon ratio intéressant à faire. Je voulais compléter parce que c'est une question qui est vraiment très intéressante et dont on a conscience depuis un moment de cette limite en fait du fait que ok, quand on est consommateur, c'est facile de réduire ses déchets en consommant vrac parce qu'on peut réutiliser son bocal et revenir se servir à l'infini. Mais par contre, les produits ne sont pas téléportés dans les silos et du coup, il y a forcément eu de l'emballage à un moment donné. Du coup, nous, Réseau Vrac, ça fait 1 an et demi quasiment qu'on a commencé à travailler sur cette question avec différents acteurs de la filière, notamment des fournisseurs, des commerçants, pour essayer de comprendre les contraintes de part et d'autre et de voir comment on pourrait améliorer les pratiques et pourquoi pas avoir des contenants consignés comme ça a été évoqué dans la question. Et là, on est sur un projet en cours, justement, en Île-de-France, avec certains acteurs de la filière, dont Kilogramme, pour tester justement des emballages consignés à échelle nationale, enfin, pour l'instant à échelle de l'Île-de-France, mais à terme peut-être à échelle nationale, et justement, ne pas avoir trop de déchets d'emballage à ce stade de la filière, mais la rendre plus vertueuse avec aussi du réutilisable. Mais c'est des questions logistiques assez denses et assez compliquées. Mais on travaille fort dessus pour que la filière s'améliore aussi à ce niveau-là. Justement, on parlait des consignes. Dans le cas des consignes alimentaires, qui s'occupe du lavage des contenants? Est-ce que c'est le commerçant derrière son frigo qui lave les contenants ou est-ce que c'est géré par des prestataires? Eh ben, il y a deux types de consignes. Il y a la consigne que nous, on va vous prêter. Par exemple, nous, on a des bocaux. Lorsque vous oubliez votre bocal, forcément, vous n'allez pas toujours au travail avec un bocal en pensant tiens, je vais prendre une mozzarella cet après-midi. Et donc, on vous dépanne. Ce bocal-là, il est lavé, bien entendu, par nos soins avec tout le process que Resurrect nous a bien mis. Ça, c'est clair et net. Et ça, il s'agit de notre consigne à nous. En revanche, les produits
souvent, qu'on dit consignés, qui viennent du fournisseur. C'est le fournisseur qui les récupère et ils gèrent de leur côté le système de lavage, tout ça. Il faut savoir que c'est quand même un process qui est très lourd, ce que disait Chloé tout à l'heure, hein, en termes de logistique, comment on intègre les frais de logistique qui sont souvent onéreux, tout ça, les frais de lavage. Je vais vous parler, moi, du lait consigné. Ça fait 2 ans qu'on cherche activement qui serait motivé pour travailler avec nous sur du lait, premièrement en bouteille en verre, deuxièmement en bouteille en verre consigné. Et ben, on a trouvé les deux et en fait, on s'est arrêté sur le lait bouteille en verre non consigné parce que le prix de vente affiché sur une bouteille en verre consignée avec tout le traitement qu'il y a derrière, ça reste quand même inaccessible. Donc, 2 poids 2 mesures, à un moment donné, il faut aussi faire attention à son portefeuille. On défend ça quand même, c'est important. Donc, voilà, donc on attend vivement, vivement que la consigne se développe, s'améliore et bien sûr, tout ce qui va avec, les prix inférieurs, quoi. Tant que le réseau consigne se démocratise et puis plus on en aura besoin, plus on trouvera des solutions et des grands centres pour nettoyer tout ça. Chloé, tu voulais compléter sur la consigne? Non, je pense que ça a été bien évoqué par Xavier. Enfin, moi, c'est ce que je disais précédemment. Essayer de faire davantage de consignes pour tout ce qui est amont, parce que ça concerne directement le vrac. Après, au niveau de tout ce qui est au niveau de la consigne pour le consommateur, c'est des sujets un peu connexes du vrac, c'est-à-dire que c'est très lié, mais c'est pas exactement notre champ d'action. Donc on travaille avec des drives qui font des contenants consignés, etc. Mais nous, notre expertise, c'est vraiment autour du vrac, même si c'est très lié, on est d'accord. Ouais. On va prendre une dernière question de Jean-Michel, qui a priori est très actif dans les questions, et il est porteur d'un projet ESS dans le café. Il se demande, le réseau vrac pourrait-il m'aider à adapter le vrac à mon projet? Alors, ça dépend, ça dépend de quel est le projet en question. Alors nous, pour information, on ne fait pas d'accompagnement personnalisé, on ne fait pas de conseils. Donc, on a notre offre de formation qui peut être adaptée. En fait, ça va dépendre de vos besoins. Peut-être que, du coup, Jean-Michel, vous avez envie d'ouvrir un petit corner vrac dans votre café, ça peut, ou dans votre commerce, je n'ai pas forcément bien compris quel type de projet c'était, mais en tout cas, comment ? Je crois que c'est un café. D'accord, un café, c'est ça. Donc peut-être j'ai bien compris. Donc peut-être un petit corner vrac dans le café pour vendre des biscuits, ce genre de choses. Donc ça, nous, on peut vous accompagner dans le sens où vous allez peut-être pouvoir vous former à l'hygiène, à la réglementation via nos formations. Vous allez avoir accès à notre guide juridique de la vente en vrac. Donc vous allez savoir aussi quelles règles adopter. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès à tout notre catalogue des fournisseurs. Et donc là, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de fournisseurs auprès desquels vous allez pouvoir vous fournir en produits qui vous conviendront par rapport au positionnement de votre café. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand bien même vous n'êtes pas un acteur spécialisé pour que vous puissiez développer le vrac dans votre café. D'accord, merci pour cette réponse. Et puis au Cano, on a plein d'ateliers et de formations aussi. Donc allez faire un tour sur notre site, on pourra aussi vous accompagner. Il s'agit, pour ceux qui s'intéressent, il s'agit d'un café salon de thé écolo-solidaire. On a hâte de découvrir plus en détail ce projet. On va clôturer cette conférence. On arrive au bout de notre timing. Merci à vous qui l'avez suivi et puis merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants, Chloé et Xavier. Vous retrouvez toutes les informations sur leur projet en description de la vidéo, sur le livre, sur Kilogramme, plein d'informations complémentaires. Cette conférence, elle sera aussi disponible en replay sur le réseau des canaux. Je vous invite donc à la partager autour de vous et à continuer de réagir dans les commentaires. Je vous invite aussi à consulter une autre initiative des canaux et de ses partenaires avec le hashtag Au Front Responsable. Il vous permet de retrouver plein d'idées cadeaux et d'astuces pour passer des fêtes de fin d'année éthiques et soutenir les commerçants locaux et responsables. Merci Chloé, merci Xavier. Bonne soirée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres conférences inspirantes des canaux. Vous pouvez retrouver toute notre programmation complète sur le site internet et sur nos réseaux. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.